Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement et notre étude de la manière de faire de Jérémy. Donc, je vous invite à regarder la première partie déjà et on va revenir sur la simplicité. Comment toi, tu l'abordes, tu la vois dans ton travail, quelle importance ça a? Parce que justement, on parlait de techniques basiques. Moi, je pense vraiment qu'il faut toujours revenir sur les bases, mais ça, c'est mon côté très martial à dire, bah, en fait, tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Si tu arrives à faire des trucs parce que tu es athlétique et que tu fais des trucs de fou, tant mieux. Mais en fait, même avec un truc basique, tu devrais t'en sortir. Comment toi, tu vois, comment tu définis déjà la simplicité dans un travail d'accompagnement? Direct. Mhm. Être direct. Que ce soit de l'hypnose directe, la suggestion directe ou des questions directes. Je préviens mes clients dès le départ. Je leur dis, je suis très direct. Comme ça, on gagne du temps. S'il y a une question qui fait mal, je vais la poser, c'est sûr. Mais au moins, on gagne du temps. Donc, c'est vraiment le plus simple, le plus direct possible au début. Si on n'arrive pas à avoir les réponses ou les réactions qu'on attend, on complexifie un peu, puis on rajoute, et puis on va chercher plus, j'allais dire de l'indirect, mais c'est le terme direct et indirect, c'est vu bizarrement maintenant en hypnose. C'est presque des insultes l'une ou l'autre. Mais je parlerais plus de simplicité. Donc, on pose une question simple qui veut dire ce qu'elle veut dire, ou on envoie une suggestion. Voilà, le bras monte. Ça marche pas. OK. Imagine que le bras monte. Okay. Ah, et qu'est-ce que se passerait si le bras montait? Voilà. Puis au fur et à mesure, on complexifie la suggestion. Et la simplicité, c'est aussi utiliser les bases. Moi, j'utilise, en séance, je vais avoir 3 protocoles. Alors, qu'est-ce que tu appelles protocole? Protocole, c'est des squelettes. Ça va être de la négo entre parties, ça va être du signaling, ça va être de la régression. D'accord, ouais. Moi, ce que j'appellerais des techniques. Ouais, tu as Ouais, trois des techniques. briques de base, quoi, en gros. Ok. Il y a de la submodalité, bien sûr, il y a des Ouais, ouais. choses comme ça, mais après, soit on la suggère direct, soit on met une histoire autour, parce que ça correspond plus à la personne, comment elle le vit, comment elle le sent. Mais les briques de base, j'en utilise pas beaucoup. J'en utilise pas beaucoup. Et on peut ramener quasiment tout à la même chose, de toute façon. Tu parlais, alors là, je vais modifier la sémantique de protocole, mais vraiment dans ce que nous, on appelait des protocoles type des textes préétablis ou des cheminements préétablis. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je reviens toujours sur le même truc. Hein. Les ricains, par exemple, ils s'amusent à avoir des blueprints ou des éléments de base qu'ils ont carrément des best use, des use cases qu'ils ont fait, et ils conseillent de créer ton propre book où il y a les meilleurs protocoles, mais mot pour mot. C'est-à-dire qu'ils disent, bah Ouais, voilà, ouais. si 70% des gars ont un mieux avec ça, bah, tu le valides dans tes best practice. Ouais, best practice, c'est pas ça. Comment toi, tu vois ça? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu l'as utilisé? Est-ce que ça a été quelque chose qui t'est venu en tête? Ou est-ce que c'est quelque chose qui, spontanément, ne correspondait pas à ta manière de bosser? C'est marrant, ça me rappelle Kine dans sa formation complète. Là, il préconise ça aussi, d'avoir son Ouais, book. Jerry, ouais. Ah, mais c'est Il très dit même américain. mettez ça dans des feuilles plastifiées pour pas que ça fasse de bruit, C'est ça, ouais. etc. Vous avez votre petit classeur derrière. Ouais. Alors, jamais utilisé en séance. Les scripts, je pense qu'ils sont super intéressants pour travailler, pour lire des façons de travailler des autres, pour apprendre à structurer, voir comment celui qui a écrit le script, il a structuré sa séance. Où commence l'induction, où elle finit, comment il fait son approfondissement, est-ce qu'il y revient, comment il pose ses questions, est-ce qu'il en pose, comment il amène son histoire, quel protocole il utilise derrière l'histoire, comment il fait le retour, est-ce qu'il y a des fractionnements, est-ce qu'il y a tout ça. Donc pour apprendre, je trouve ça génial. Je ne l'ai jamais utilisé non plus parce que ça ne me correspond pas, ça me saoule. Je ne me vois pas lire un texte à quelqu'un, j'adore lire, je lis tout le temps, mais je lis pour moi, je ne lis pas à quelqu'un. Je trouve que ça coupe quand tu lis ton texte, tu ne peux pas être avec l'autre. Dans ma vision. Oui, bien Certaines sûr. personnes y arrivent peut-être très très bien, mais ça coupe au même titre que si je devais utiliser, je sais que certains font ça, utilisent un casque et un micro, et le partenaire a un casque et un micro. J'ai l'impression que ça coupe le contact. Et donc, non, pas de script. Et pourtant, j'ai des exemples d'hypno qui utilisent des scripts et qui ont des très bons résultats. Donc, après, j'ai été virulent, pas virulent dans ma tête en tout cas, virulent contre les scripts. C'est pas de l'hypnose, c'est machin, etc. Et puis au final, bah écoute,
testes avec des scripts et puis vois si ça te va ou pas, quoi. Tu sais que moi, pareil, hein, j'ai jamais utilisé de script. Mais ce qui est drôle, c'est que je fais des audios depuis des années. Ouais. Donc en fait, c'est scripté, quoi. C'est scripté. Je vais à l'impro, mais ça devient un script pour les personnes. Ouais. Et tu sais qu'il y en a qui m'ont carrément dit, non, mais moi, j'ai repris tes audios et je les ai faits, après en adaptant 2-3 trucs par rapport à la problématique à la personne qu'ils ont en face. Et ça fonctionne. Et toi, tu te dis, ah ouais, c'est-à-dire que on a la preuve que des trucs qui sont complètement open, pas adaptés spécifiquement à la personne, parce que tu vois, je l'ai encore lu, là je viens de finir de faire une vidéo sur Jagger, et sur la fin de Jagger, il disait pensez à adapter toutes les choses, parce que par exemple, si vous faites un audio, il ne faut pas que ce soit trop généraliste. Mais moi, j'ai des tas d'audios, ils sont tous généralistes, parce que je ne sais pas qui je touche, et tu n'imagines pas le nombre de feedbacks, et c'est là où tu te dis, bon, ça pose 2 questions. Petit 1, les scripts, au bout du compte, si tu le scriptes et qu'il y a autant de feedback positif, ça veut dire que tu as un pourcentage qui est important, donc ça fonctionne. Et petit 2, à quoi on sert? Et tu vois, là, la question, elle se pose vraiment. À quoi nous, Hypno, on sert si un audio suffit? Tu dis, merde, c'est super amusant quand même. Comme questionnement, de dire, mais tu sais, on vient de parler de simplicité, on vient de parler de posture. Là, il n'y a pas de posture, étant donné qu'il y a juste blablabla. Et c'est relativement simple, vu que c'est très généraliste, donc c'est pas un truc hyper spécifique par rapport à toi à un moment donné. Et pour autant, il y a du feedback qui est positif. Et beaucoup de feedback positif. Et là, tu vois, ça te fait poser une question sur nous, nos pratiques, nos croyances. Genre, il faut absolument un lien. Toi, tu disais à 10 secondes le casque. Moi aussi, là, tu m'as dit ça. Mon cerveau, il a dit, non. Et d'un coup, j'ai fait, ouais, mais espèce de crétin, les audios. Les audios, tu écoutes. Exactement. Ouais. Et tu te dis, tiens, intéressant, parce que ça nous remet en question par rapport au point de vue qu'on peut avoir par rapport au script, aux choses qui sont préétablies, aux choses généralistes. Toi, adaptez-vous à votre partenaire. Et là, je reviens à ce que tu disais ultérieurement, type, ouais, les gars, vous allez avoir la posture qui correspond à votre partenaire en fonction du besoin qu'il a. Et non, en fait, je peux avoir zéro, je m'en fous au bout du compte, j'ai pas à m'adapter, étant donné que si les gens sont OK, ils vont adhérer à, et cette adhésion va faire qu'il y aura des feedbacks. Qu'est-ce que toi, t'en penses de ces différents points? Je te rejoins sur pas mal de points. Que les audios, ça marche. Pareil, j'en ai enregistré une paire et ouais, il y a des très bons retours. Le côté généraliste, c'est l'effet Barnum. Hein. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est l'effet Barnum. Chacun se l'approprie et il met ce qu'il veut dessus. Donc ça, c'est du généraliste de notre côté. Ça devient du spécifique du leur. C'est le principe de l'ericksonien, de l'indirect. Hein. Erickson jouait sur un langage non spécifique, ce que les gars appellent Milton Model, pour justement dire, tu mettras ce que tu as envie derrière tout ça. Ouais, clairement. Après, je pense que le non spécifique, il peut aussi être compensé par la répétition. Bien les sûr. audios, généralement, ils les écoutent plusieurs fois. Bien sûr. Plusieurs fois. Donc, je pense que ça compense. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire. Tu avais un point important, tu avais soulevé un point important sur les audios. Sur l'utilité des thérapeutes. L'utilité des thérapeutes. Oui, exact. Comment je vais dire ça? C'est pas parce que les audios marchent qu'on ne sert à rien. Dans le sens où les audios vont pas marcher pour tout le monde. Il y en a qui vont avoir des super résultats avec des audios et pas avec un hypno. Et inversement. Pour moi, ça rejoint les mêmes dimensions que l'auto-hypnose. Il y a des personnes qui vont gérer des trucs très très lourds dans l'auto-hypnose sans aucun problème. Et d'autres, non, elles gèrent des trucs légers en auto-hypnose. Et par contre, si elles veulent passer des trucs émotionnels, il faut qu'elles se fassent accompagner. Donc les limites, elles sont vraiment propres à chacun. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre un modèle dessus en disant, non, les thérapeutes ne servent plus à rien vu que les audios fonctionnent. Allez-y, écoutez que des audios. De toute façon, les hypnos vont disparaître. Ça aussi, on le voit. Hein. On le voit un paquet de fois, tous ceux qui sont virulents contre les audios, c'est pas adapté, c'est pas spécifique, ça peut pas marcher. Pareil, je me suis aussi détaché de la perfection dans les audios. L'audio sur lequel j'ai le plus de retours positifs, c'est le tout premier que j'ai enregistré, avec un son pourri, j'avais le nez bouché, je parle du nez, c'est une catastrophe. Et j'ai des retours de fou, j'ai des personnes qui l'ont depuis 7-8 ans, qui n'écoutent que celui-là, quelles que soient les circonstances. Ils écoutent celui-là. Et ça marche. Mais je pense que ça aussi, là encore. Alors moi, je suis tout à part un perfectionniste, hein, donc j'en ai rien à foutre. Moi, tant que c'est pratique,
je m'en tape. Et alors déjà, à l'époque, je faisais pas des audios vénères de ouf, où c'était le son, je l'enregistrais comme je pouvais, bon an, mal an. Il y avait des trucs qui passaient en même temps. Jamais je coupe rien. Je fais one shot, c'est fini. Et un jour, je me dis, quand même, j'abuse un peu, tu vois. Et tu vois, je me dis quand même, ouais, t'abuses. Et j'achète un audio de Kine, et on entend qu'il boit. Tu sais, t'entends qu'il fait... Alors, il devait avoir une montre, tu sais, une montre où tu tournes le temps, là. Ouais. Ah, Et t'entends ça. Et d'un coup, je me suis dit, mais j'en ai plus rien à foutre. Là, on parle de Jerry Kine, on parle de mec sommité. Il s'en bat la race. Le son est dégueulasse. Et au bout du compte, super intéressant son audio. Et moi, ça m'a hyper apaisé à me dire. En plus, moi, c'était vraiment quelqu'un qui était une figure d'autorité. Donc, je me disais, putain, le mec, c'est un bonhomme et tout. Rien à battre. Et à partir de là, moi, j'ai plein de feedbacks qui disent, Pan, tu pourrais quand même acheter un micro mieux. Pan, tu pourrais. Et je dis, rien à foutre, Pan, tu vas vachement vite dans tes audios. Rien à foutre, c'est pas grave. Et au bout du compte, tu te rends compte, et là, tu as complètement raison, que cette idée, que les gens, déjà, bon, s'ils aiment bien le texte ou ils aiment bien, parfois c'est des trucs anodins, ta voix ou des trucs, ils vont le réécouter plusieurs fois, ou juste le feedback qu'ils ont à la première est tellement sympa qu'ils se disent c'est cool, et on n'a pas besoin de faire des trucs compliqués. Moi, c'est pour ça que je suis passé à 10 minutes. Je fais que des audios de 10 minutes. Et c'est hallucinant de voir le feedback. J'ai même des audios de 5 minutes dans mes programmes. Donc, je fais des programmes de 14 jours, c'est 5 minutes. Mais tu te rends compte que les gars ont des feedbacks. Donc, comme quoi, on n'a pas besoin de grand-chose. Je veux revenir sur un point qui est intéressant. Tu parlais d'auto-hypnose. Ouais. Quelle est pour toi l'image, pas l'image, quelle est l'importance de l'auto-hypnose? Quelle image tu as de l'auto-hypnose? Et est-ce que tu estimes que c'est quelque chose d'important? Alors, petit 1, pour les hypnos. Petit 2, pour les personnes qui vont le pratiquer après, on va dire les partenaires. Je ne sais pas si c'est important. Je sais que ça peut être utile, ça peut être pratique. Moi, je suis très utilisationnel. Pareil, je ne suis pas cadré, je ne fais pas d'auto-hypnose tous les jours. Enfin, j'en fais plus formellement. En tout cas, j'en ai fait beaucoup pour apprendre, pour travailler, pour voir ce que je pouvais faire, ce qui était possible de faire, ce que je pouvais changer, etc. Et finalement, j'ai l'impression que c'est un peu, c'est bateau ce que je veux dire, mais c'est un peu comme la marche. Au début, tu penses beaucoup, tu fais beaucoup, puis après, tu te poses plus la question, quoi. Tu te dis pas, tiens, je vais marcher pour aller jusque de l'autre côté de la route. Non, tu as besoin d'aller de l'autre côté de la route, et du coup, ça marche. Ça marche. L'auto-hypnose, elle est passée dans ce mode-là, pour moi en perso. Quand j'ai besoin d'un truc, je le dis, c'est tout, et je laisse faire. Très souvent, ça marche. Quand ça marche pas, j'y retourne, je travaille un petit peu, mais très souvent, je demande un truc et je laisse faire. C'est presque un processus de confiance dans le processus, quoi, dans ce qui se passe en arrière-plan. Donc, est-ce que c'est utile? Oui, si on en a besoin, quoi. Si un hypno en a besoin, il sent qu'il en a besoin, il n'est pas bien avant une séance, il a besoin de faire un truc, ce serait dommage qu'il n'utilise pas un outil qu'il est censé connaître. Que je vois des hypnos qui me disent qu'ils ne savent pas faire d'auto-hypnose, je me pose des questions. Tu fais de l'hypnose, donc tu fais de l'auto-hypnose, c'est pareil. C'est pareil, tu te le fais sur toi, c'est tout. C'est tout. Mais de ce côté-là, ouais, j'ai pas de... Non, j'en pense rien. Si un hypno en a besoin qu'il le fasse, il n'y en a pas besoin qu'il ne le fasse pas. C'est comme les rituels. Il y en a qui ont des rituels, qui ont besoin de se laver les mains après les séances, qui ont besoin d'aérer, qui ont besoin de n'importe quel rituel. Si tu en as besoin, c'est bien. Si tu n'en as pas besoin, ne le fais pas. Tu n'as pas besoin d'obéir. Il n'y a personne qui va dire il faut que tu le fasses. Voilà, c'est tout. Et puis il y a des périodes où on a besoin, d'autres où on a moins besoin. Par contre, je trouve que c'est un outil qui est assez génial pour certains de nos clients. Soit pour les garder dans la détermination, voilà, dans l'engagement, c'est le mot que je voulais trouver, soit pour leur donner un outil qui n'a pas besoin de revenir te voir dès qu'il se passe un truc, quoi. Pour gérer les douleurs, c'est l'exemple classique, c'est juste génial l'auto-hypnose. Surtout quand la personne l'a déjà vécu en cabinet, tu prends 3 minutes à la fin, regardez, vous pouvez le faire tout seul maintenant, allez-y, faites ça. Oh, ça marche. Ah ouais, ça marche. Faites-le, chez vous en avez besoin, vous le faites, ça vous prend 30 secondes. Sans mettre la pression. J'aime pas mettre la pression. Ah, c'est toujours avec, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, toujours avec simplicité et légèreté. Vous allez voir, faites ça en 2-3 secondes, vous allez voir, ça marche, c'est génial. Et ils le font. C'est plus comme ça que je le vois. Je vois l'auto-hypnose comme un outil. Donc un outil que tu utilises quand on ressent le besoin, quoi. Yes. Quel type de partenaire tu as le plus en ce moment, où tu travailles avec le plus? Est-ce que c'est des personnes qui sont plutôt anxieuses, des personnes qui viennent plutôt pour des objectifs type
réussir quelque chose? Qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir le plus? Ou est-ce que Alors, même, d'ailleurs, ça se trouve, tu t'es spécialisé sur quelque chose? Est-ce que ouais, tu as une spécialité? Ouais, tu t'es très spécialisé? classique, je suis spécialisé en arrêt tabac, D'accord, OK. classique. Donc Cool. ma com est beaucoup là-dessus, donc j'en ai beaucoup, OK. forcément. Après, ce que j'explique souvent aussi, c'est que, le filtre de nos clients, il se fait naturellement par rapport à ton site, par rapport à tes posts Facebook, LinkedIn ou n'importe quel réseau. Forcément, tu as pas les mêmes clients qui arrivent suivant, 2 communications différentes. Bien sûr. Sinon, c'est que la personne, elle s'est pas renseignée, elle en a pris un au hasard, elle est venue. J'ai jamais, de personnes qui partent dans des trucs ésotériques, par exemple, ici. Mmh. Pas que je sois pour ou contre, on m'en fout complètement. C'est juste que j'en parle jamais. Dans aucune de mes coms, il y a ça. Il y a même pas une image qui évoque ça. Euh, donc j'en ai pas. J'en ai pas, jamais. J'ai vraiment des personnes qui correspondent à ce que je veux, à mon approche au final. Ça se fait tout seul. C'est des personnes qui ont envie de bosser, qui sont prêtes à en prendre derrière la tête quand il faut, et puis qui avancent. Par contre, alors j'ai pas forcément de clients type, mais contrairement à beaucoup, j'ai eu zéro, mais absolument zéro personne qui sont venues pour des angoisses liées au Covid, par exemple, au Ouais. confinement, au Covid, etc. J'ai eu beaucoup de collègues qui m'ont dit, mais j'ai que ça en ce moment, ils sont anxieux par rapport au Covid, au confinement, aux restrictions, à l'ambiance générale. Zéro. Zéro, Pareil. zéro. J'ai eu des angoisses, j'ai eu du stress, hein, mais rien lié à ça. Rien Tu as du eu tout. des échos avec la guerre d'Ukraine? Rien. Rien non plus. Absolument rien. J'ai même eu une Ukrainienne qui est venue, alors qui vit en France depuis des années, mais d'origine ukrainienne, même pas parlé de ça. Et rien sur tout ça. Après, je fais pas de suivi long. C'est-à-dire suivi long? Quand je fais pas de suivi long, je fais même des, euh, des suivis très très courts, 1, 2 séances. D'accord. Voilà. J'ai 2, 3 personnes que j'ai suivies sur beaucoup de séances, à leur demande express à chaque fois, et parce que ça avançait au fur et à mesure. Sinon, je suis vraiment plus sur du one shot. Ils peuvent revenir autant qu'ils veulent, hein, bien sûr, mais je fais en sorte, en tout cas mon approche, mon discours fait en sorte que soit tout change et c'est génial pour eux, c'est rarement le cas, hein, Mmh. soit ça a commencé à changer et ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire évoluer ça. Mon but, il est là, il est de déclencher un truc. Il n'est pas d'accompagner sur tout le long jusqu'à ce que la personne soit parfaite comme elle veut, qu'elle ait réglé tous ses problèmes, c'est de déclencher un truc. Et pareil, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai essayé des suivis longs, où on avançait étape par étape, faire des trucs, aller vraiment jusqu'au bout. J'y arrive pas. J'ai pas de résultat, je suis pas à l'aise, c'est pas mon truc. Je me bloque. Alors, il faudra peut-être que je bosse là-dessus, hein, je sais pas, mais je me bloque dans le sens où la personne revient, mais qu'est-ce que je vais faire avec lui? Ouais. Non, c'est rien, je suis pas dans mon élément. Ouais. Mais c'est là où encore c'est génial et chacun doit définir sa manière de bosser. Tu vois, moi, par Exactement. exemple, les trucs courts m'intéressent pas du tout. C'est, Exactement. moi, j'ai que des gens que je vais depuis, ouais, plus ou moins longtemps, mais alors pas forcément hyper régulier, mais j'aime bien ce travail où les gens reviennent avec, un bagage à retravailler, un truc qui a pas été géré, un truc qui est un feedback d'un truc qui semblait être bien et pas bien, tu vois? Ce qui me permet de voir si, l'hypnose et la thérapie fonctionnent à moyen ou long terme. Moi, c'est ça qui Ouais, m'intéresse. C'est me dire, est-ce qu'il y a une vraie efficience globale, tu vois? Pas simplement symptomatique. ouais, Et c'est là où tu te rends compte qu'on est tous différents là-dessus. Sachant qu'en plus, on nous a beaucoup vendu que l'hypnose, c'était avant tout peu de séances pour avoir un feedback qui est sympa pour les gens. Donc, chacun, il définit ce qu'il a envie. Euh, alors là, on va prendre sur les dernières minutes un élément qui m'intéresse. Tu donnes des formations, donc autant que tu ouais. en t'en papotes. Tu as commencé quand à donner des formations? Pourquoi tu as voulu donner des formations? Qu'est-ce qui t'a motivé à donner des formations? Euh, une rencontre. En gros, je me suis formé, comme on en a déjà parlé, un peu tout seul. Voilà, des vidéos de toi notamment, j'en ai, j'en ai en paquet. Plein d'autres vidéos de Kane. Je me rappelle, je matais ça en allant au travail. J'avais 3 quarts d'heure aller, 3 quarts d'heure retour. J'avais le téléphone. C'est pas bien, faut pas le faire, mais bon, voilà. Mais tu étais Euh, dans le train. Mais tu étais dans le train. ouais, quand je dis en voiture, c'est dans la voiture numéro 47 du train. Exactement, exactement. On est bien d'accord. C'est ça. La prévention Euh,
les gars. C'est ça. Et puis, au bout d'un moment, on se dit, bon, ok, je commençais à faire des séances. Je commençais à faire des petits trucs avec les amis, etc., des petites problématiques. Je dis, bon, ok, ce que je fais, ça a l'air bien, ça marche, mais j'ai appris tout seul. Alors, peut-être qu'il faut qu'on me recadre, qu'on me dise, bah, ça va pas, ça fait comme ça travaille ça, voilà. Et donc, j'ai fait une formation officielle, entre guillemets, qui était une catastrophe, mais Ah ouais. horrible. C'était le matin, un protocole, l'après-midi, un protocole. On sort pas du protocole, on dit bien ce qui est écrit, on passe pas d'étapes, on fait ça. Toujours la même induction, toujours la même. La spirale sensorielle, voilà, D'accord, toujours. la bêtise. Voilà, c'est ça. Donc, au bout d'un moment, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible que tu poses des questions et que le mec, il te répond pas. Bah non, moi, ce que je viens chercher, c'est pas du protocole. Je prends un bouquin à 20 balles, j'en ai 100 des protocoles. J'ai pas besoin de lire les protocoles. J'ai besoin du partage d'expérience. De comment tu fais, de comment tu rebondis, ouais, j'ai besoin d'expérience, quoi, du partage. C'est ça que je viens chercher en formation. Et puis de la technique, hein, bien sûr, mais pas celle basique, quoi. Euh, et puis, heureusement, dans cette formation, j'ai rencontré 3 personnes qui étaient dans la même optique. Donc, on s'est mis à bosser ensemble. Et puis, on s'est dit, au bout d'une année ou 2, on continue à échanger, à se voir régulièrement. On se dit, non, mais enfin, on peut pas, quoi. On peut pas en mode sauveur de l'hypnose, hein, on s'en fout. C'est-à-dire, on veut montrer que c'est autre chose, l'hypnose. C'est autre chose aussi que du protocole à réciter. Et il y en a plein qui sortent de cette formation et ils sont super contents. Nous, ça nous a fait peur. Ça nous a fait peur. Parce que déjà, ils vont pas se nourrir ailleurs. Ils ont fait un truc, on leur a donné un livre de recettes. Il vient pour le stress, tu fais ça. Pour perdre du poids, tu fais ça. Pour l'alcool, tu fais ça. Pour ça, tu fais ça. Et du coup, c'est rassurant, hein, c'est facile. Mais ils vont pas voir ailleurs. Et moi, ça me dérange. Chacun fait bien comme il veut. Moi, ça me dérange. Et du coup, on s'est dit, ouais, tant qu'à faire, si lui, il fait des formations qui sont remplies, autant qu'on montre une autre facette de l'hypnose. Une hypnose qui est plus participative, qui est plus ludique, qui est plus vivante, qui n'est pas enfermée. Non, on s'en fout de ce que tu racontes, de la façon dont tu présentes, du moment que tu comprends les leviers que tu utilises dedans et comment tu bricoles tout ça. Et ce qui était intéressant, ce qui nous a paru intéressant, c'est qu'à 3, on n'avait pas du tout la même approche de l'hypnose. Moi, j'étais très provoque, très direct, très... Voilà, on rentre dedans et puis à discuter, à jouer beaucoup. Geoffrey, lui, est plus... il bosse beaucoup avec les archétypes. C'est de la négo des parties, encore une fois, mais amené vraiment différemment, dans un truc plus... J'ai le mot mystique qui allait venir, c'est pas mystique, mais avec une histoire derrière, avec un gros décor qui parle à beaucoup, hein, qui parle à beaucoup. Et Ingrid, qui avait une approche, ça fait cliché, mais plus douce en tant que femme, plus douce et avec un ton piquant juste quand il fallait bien. C'est en gros, elle te caresse, hop, une petite claque derrière la tête, elle te caresse, et toujours avec son sourire, puis elle paraît toute fragile. Donc c'est presque le client qui a envie de l'aider, elle. Du coup, il change pour l'aider, elle. Donc c'est un peu sympa. On avait vraiment 3 approches différentes, mais avec la même philosophie, la même idée de l'hypnose. Que ouais, l'hypnose, c'est vivant, que c'est pas figé, que n'importe qui doit faire son type d'hypnose, un type qui lui correspond, et on doit encourager à chercher ça, et à pas enfermer dans un dogme. Donc on s'est dit, allez, on y va. Et on a monté l'Académie Epione en 2018. Alors officiellement 2018-2019, je ne sais plus, mais le projet est né en 2018. On a monté ça et on a choisi de ne pas uniformiser, de ne pas lisser nos formations. C'est-à-dire que moi, je fais ma formation à ma façon, avec l'approche que j'ai à partager. Geoffrey intervient dans ma formation aussi, parce que c'est important que, ça rejoint ce qu'on disait, c'est important que ceux qui viennent se former voient qu'il y a plein de types d'hypnose différents. C'est pour ça que Manu, il intervient aussi. Greg, je ne sais pas si tu le connais, Grégory Quimp, il est formateur Omni. Ah, Greg, Greg, oui, bien sûr, oui. Donc, il intervient, il intervient. Il n'intervient pas, mais il vient participer, il vient échanger. Donc ça, c'est cool. Et puis, on prend des intervenants comme ça qui viennent participer, qui viennent une journée, 1 heure, mais qui viennent montrer qu'il y a une autre façon de faire de l'hypnose. Et notre but à nous, c'est que les stagiaires, les apprenants, je n'aime pas les appeler les stagiaires, les apprenants, ils arrivent à décortiquer ce que tout le monde fait, qu'ils arrivent à en tirer le jus, l'essence.
Voilà. Ah ouais, là, il l'a amené comme ça, mais finalement, il est en train de faire une submodalité, par exemple. Vraiment, qu'ils arrivent à revenir à la base pour pouvoir les utiliser eux, et puis aller piocher à droite, à gauche. Geoffrey fait sa formation de son côté, où il est plus dans son monde, où il apprend son monde, et j'interviens de temps en temps, enfin à chaque fois, c'est pas de temps en temps, j'essaye d'intervenir à chaque fois pour amener ce côté plus provoque, plus direct, plus rentre dedans. Ingrid intervient aussi. Ingrid intervient. J'ai Hélène Pori qui bosse beaucoup sur la gestion de la douleur et elle va m'en vouloir. Audrey Berger, pardon, qui bosse beaucoup avec nous, qui est géniale avec les enfants. On a fait là, donc elles interviennent toutes les deux à chaque fois dans les formations parce que, pareil, elles ont une approche à eux. Elles ont commencé avec moi, c'était ma première tournée de formation, et elles sont complètement détachées de ma manière de faire, et elles ont leur approche à elles aussi, et c'est génial de transmettre ça. C'est génial de transmettre ça. Donc voilà, on fait des formations de 10 jours, c'est un format qui nous semble bien, 10 jours, c'est 2 fois 5 jours. Comme on leur dit, en 10 jours, vous n'allez pas devenir thérapeute. Hein. Vous apprenez les bases de l'hypnose, vous apprenez la technique, vous apprenez à accompagner quelqu'un, mais votre formation, elle fait que commencer, quoi. Vous passez la ceinture jaune. Donc allez-y, continuez à vous former. Et alors ça va peut-être se faire hérisser les poils et s'arracher les cheveux de certains, mais la meilleure façon de se former, c'est de pratiquer avec des vrais clients. Voilà, si tu ne pratiques pas avec des vrais clients, tu n'es pas confronté à des vraies problématiques, tu n'as pas de retour, tu ne sais pas quand tu te plantes. Donc, tu continues à te former et en même temps, tu pratiques. Bien sûr. Donc, voilà comment est née cette école. Et tu prends combien de personnes en général à tes sessions? Où est-ce que ça se passe? Généralement, on est une dizaine. On est monté jusqu'à 20 parce qu'on avait beaucoup d'intervenants. On était 5-6 intervenants. Donc 5-6 pour 20, ça va encore. Mais on a aussi fait une formation à 4 avec 5 intervenants. Ça, c'était très, très cool pour eux. C'était vraiment suivi, on ne les a pas lâchés, etc. C'était vraiment top. Mais voilà, on est, si on prend la fourchette large, entre 5 et 20. Mais en gros, on est une dizaine. Et tu fais les formations sur Orléans? Sur Orléans, sur Castres, Geoffrey et sur Tours. Et puis on se balade un peu partout en France quand il y a l'occasion, quoi. Ok. Là, tu en as une bientôt. Je crois que j'ai vu ça. Ouais. On relance des sessions à Castres et à Orléans. Donc à Orléans, il y en a une qui recommence en septembre. Okay. À Castres, ça recommence en octobre. Et puis à Geoffrey qui en fait d'autres sur Tours. Lui, Geoffrey fonctionne par week-end. Il fait 6 week-ends. 6 week-ends. Donc les infos sont dispo sur académie-epion.com. Epion, E-P-I-O-N-E, c'est ça? Ouais. Pourquoi Epion? Epion, c'est une nymphe grecque. Ouais. Qui est. Alors, attends, ça c'est le piège. Geoffrey, c'est son monde à Geoffrey, ça. Ouais, j'imagine que ça devait venir de En lui. gros, il y a un rapport avec Esculape, etc. Et Epion, elle soulageait les mots MAUX. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. Mais il faut que je rebosse le storytelling de l'académie. Ouais, ça, il faut jouer avec. Nickel. Donc, on va s'arrêter là. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour les gens qui vont regarder, sur des conseils peut-être à donner pour les débutants? Est-ce que tu as quelque chose que tu veux mettre en lumière dans tout ce que tu as pu partager? Si on résume ce qu'on a dit, c'est faut être simple, faut travailler les bases, et puis faut s'inspirer de tout le monde, et même en dehors de l'hypnose. Hein. Il faut s'inspirer de tout le monde, il faut tester, et faut garder ce qui nous correspond, quoi. Yes, nickel. Et si vous voulez le contacter, rappelle-nous à nouveau. Alors, attends, c'était hypnoseorléans.fr, non? Ouais, c'est ça. Et après, contact@hypnoorléans.fr. C'est ça? C'est ça. Ok. Ouais. Et académie-epion.com. Yes, je mettrai tout ça en description de toute façon. Parfait. N'hésitez pas à le contacter. En plus, vous avez vu, il peut faire des formations un peu partout en France et tout, donc je pense que ça peut aussi intéresser si vous avez besoin. Et puis, je te remercie. Et pour tout le monde, comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Et be one, ciao.